Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres, gouvernement MTN Cameroun, connexion haut débit à l'immeuble Étoile. Le nouveau directeur général de MTN, Stephen Blowhead, reçu ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, plaide pour le recrutement des jeunes et la préservation des emplois malgré la crise sanitaire. Le téléphone sonne dès l'entame du 20h30. Caisse nationale de prévoyance sociale, la fortune sourit aux retraités. Relèvement de 20% de certaines pensions effectives depuis la semaine dernière. Matérialisation d'un décret du chef de l'État signé le 8 juillet 2020. Les retraités sont tous sourires dans ce journal. Voilà pour les titres. Et d'abord, le bal. Et d'abord, le message du chef de l'État sur le coronavirus. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Actualité des dernières heures oblige, nous ouvrons ce journal par d'importants décrets du président de la République que nous recevons à l'instant même et j'accueille Lucrèce Mebenga pour la lecture. Lucrèce, bonsoir. Bonsoir Romuald. Le premier décret fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Absolument Romuald, le premier décret fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie et le président de la République décrète. Article 1er, le présent décret pris en application des dispositions de la loi numéro 2019/006 du 25 avril 2019 suivisé fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie ainsi qu'il suit. Région de la Damawa, département du Djérem, délégués départementaux catégorie 9, représentants du commandement traditionnel 4, total 13. Faro et Déo, délégués départementaux 9, représentants du commandement traditionnel 4, total 13. Mayo Bagno, délégués départementaux 13, représentants du commandement traditionnel 4, total 17. Département d'Umbé, nombre de délégués 14, représentants du commandement traditionnel 4, total 18. Vina, délégué de département 25, représentant du conseil du commandement traditionnel 4, total 29. Total de la région, délégué de département 70, représentant du commandement traditionnel 20, total 90. Région du centre, département de la Haute-Sanaga, délégué de département 7, représentant du commandement traditionnel 2, total 9. Léquier, délégué de département 9, représentant du commandement traditionnel 2, total 11. Mbam et Inubu, délégués de département 9, représentant du commandement traditionnel 2, total 11. Mbam et Kim, délégués de département 5, représentants du commandement traditionnel 2, total 7. Mefou et Afamba, délégués de département 8, représentants du commandement traditionnel 2, total 10. Mefou et Akono, délégués de département 4, représentants du commandement traditionnel 2, total 6. Mfundi, délégué de département 7, représentant du commandement traditionnel 2, total 9. Nyon Ekele, délégué de département 10, représentant du commandement traditionnel 2, total 12. Nyon Infumu, délégué de département 5, représentant du commandement traditionnel 2, total 7. Nyon Esso, délégué de département 6, représentant du commandement traditionnel 2, total 8. Total de la région, délégué de département 70, représentant du commandement traditionnel 20,
total 90. Région de l'Est, Mbumba et Goko, délégués des départements 10, représentants du commandement traditionnel 5, total 15. Oignon, délégués des départements 23, représentants du commandement traditionnel 5, total 28. KDI, délégués des départements 16, représentants du commandement traditionnel 5, total 21. L'homme et Djerem, délégué des départements 21, représentant du commandement traditionnel 5, total 26. Total de la région 70, représentant du commandement traditionnel 20 et total 90. Région de l'extrême nord, Amaré, des départements 14, représentant du commandement traditionnel 4, total 18. Logone et Chari, délégués des départements 14, représentants du commandement traditionnel 4, total 18. Mayo Danaï, délégué des départements 15, représentant de la chefferie 3, total 18. Mayo Kani, délégué des départements 10, représentant du commandement traditionnel 3, total 13. Mayo Sava, délégué des départements 5, représentant du commandement traditionnel 3, total 8. Mayo Tsanaga, délégué des départements 12, représentant du commandement traditionnel 3, total 15. Total de la région 70, donc 70 pour les délégués départementaux et 20 pour les représentants du commandement traditionnel. Région du Littoral, Mungo, délégué des départements 19, représentant du commandement traditionnel 5, total 24. Nkam, délégué des départements 6, représentant du commandement traditionnel 5, total 11. Sanaga Maritime, délégué des départements 15, représentant du commandement traditionnel 20. Vouri, délégué des départements 30, représentant du commandement traditionnel 5, total 35. Total de la région, délégué des départements 70, représentant du commandement traditionnel 20 et total 90. Région du Nord, Benoué, délégué des départements 28, représentant du commandement traditionnel 5, total 33. Faro, délégué de département 7, représentant du commandement traditionnel 5, total 12. Mayo Louti, délégué des départements 17, représentant du commandement traditionnel 5, total 22. Mayo Ré, délégué de département 18, représentant du commandement traditionnel 5, total 23. Total de la région, délégué des départements 70, représentant du commandement traditionnel 20 et puis total 90. Région du Nord-Ouest, Boyo, département 7, représentant du commandement traditionnel 3, total 10. Mbui, département 13, représentant du commandement traditionnel 3, total 16. Dongamantou, délégué des départements 10, représentant du commandement traditionnel 3, total 13. Menchoum, délégué des départements 7, représentant du commandement traditionnel 3, total 10. Mezam, département 18, représentant du commandement traditionnel 3, total 21. Momo, délégué des départements 8, représentant du commandement traditionnel 3, total 11. Ngoketunja, délégué des départements 7, représentant du commandement traditionnel 2, total 9. Total pour la région 70 pour les délégués départementaux et 20 pour les représentants du commandement traditionnel et total 90. Région de l'Ouest, Bamboutos, délégué des départements 9, représentant du commandement traditionnel 3, total 12. Onkam, délégué des départements 10, représentant du commandement traditionnel 2, total 12. Au Plateau, délégué des départements 5, représentant du commandement traditionnel 2, total 7. Kunki,
Délégué des départements 4, représentant du commandement traditionnel 2, total 6. Menois, délégué des départements 11, représentant du commandement traditionnel 3, total 14. Mifi, délégué des départements 8, représentant du commandement traditionnel 3, total 11. Ndé, délégué des départements 6, représentant du commandement traditionnel 2, total 8. Noun, délégué du département 17, représentant du commandement traditionnel 3, total 20. Total de la région, délégué des départements 70, représentant du commandement traditionnel 20 et puis total 90. Région du Sud. Dja et Lobo, délégué de département 21, représentant du commandement traditionnel 5, total 26. Mvila, délégué de département 20, représentant du commandement traditionnel 5, total 25. Océan, délégué des départements 20, représentant du commandement traditionnel 5, total 25. Vallée d'Untem, délégué du département 9, représentant du commandement traditionnel 5, total 14. Total de la région, délégué des départements 70, représentant du commandement traditionnel 20 et puis total 90. Région du Sud-Ouest. Fako, délégué des départements 21, représentant du commandement traditionnel 3, total 24. Coupé Manengumba, délégué des départements 6, représentant du commandement traditionnel 4, total 10. Le Bialem, délégué des départements 6, représentant du commandement traditionnel 3, total 9. Magnou, délégué des départements 9, représentant du commandement traditionnel 4, total 13. Mémé, délégué des départements 15, représentant du commandement traditionnel 3, total 18. Ndian, délégué des départements 13, représentant du commandement traditionnel 3, total 16. Total de la région, délégué des départements 70, représentant du commandement traditionnel 20 et puis total 90. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français. Et c'est l'article 2 de ce décret signé par le président de la République. Nous restons toujours avec vous pour la lecture du second décret. Celui-là fixe les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Lucrèce Mebenga. Le président de la République décrète, article 1er, le présent décret fixe les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Article 2. À l'occasion de l'élection des conseillers régionaux, les membres des collèges électoraux ont droit à une indemnité forfaitaire destinée à la prise en charge des frais afférents à leur participation au scrutin. Alinéa 2 de cet article 2, le montant de l'indemnité fixe visée à l'alinéa 1 ci-dessus est de 50 000 francs CFA par membre des collèges électoraux. Article 3, alinéa 1, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 ci-dessus est payée à chaque membre des collèges électoraux ayant effectivement pris part au scrutin à la diligence du responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroun. Alinéa 2, elle est supportée par le budget prévu pour l'élection des conseillers régionaux. Article 4, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est signé Paul Biya, le président de la République. Merci Lucrèce. Vous venez donc de suivre ces importants textes du président de la République. Je rappelle que le premier décret fixe le nombre de conseillers régionaux par département et catégorie, tandis que le second fixe les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Première lecture tout de suite de ces textes. Lucrèce Mebenga.
Les juristes diraient que c'était une question préjudicielle, un prérequis. Ce décret du président de la République qui fixe le nombre des conseillers municipaux par département et par catégorie est celui qui fixe les frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux viennent compléter la loi du 25 avril 2019 fixant le nombre et la proportion par catégorie des conseillers régionaux. Autant cette loi fixait le nombre et la catégorie par région, soit 90 conseillers par région, dont 70 délégués départementaux et 20 représentants des chefs traditionnels. Autant ce décret, le premier, indique clairement le nombre de conseillers régionaux par département. Première leçon à tirer des décrets de ce jour, c'est leur caractère inclusif. Le chef de l'État l'avait promis lors de son discours d'investiture le 6 novembre 2018. Prendre des mesures d'accélération du processus de décentralisation pour répondre aux désirs maintes fois exprimés des populations d'être mieux associées à la gestion de leurs affaires. Or, l'accélération de la décentralisation renvoie prioritairement à la mise en place des régions consacrées par la révision constitutionnelle de janvier 1996. Ce faisant, le président de la République est par ailleurs en phase avec l'agenda 2030 de l'ONU sur les objectifs de développement durable déclinés en septembre 2015. Troisième leçon, les conseillers régionaux sont synonymes d'un bon maillage territorial au regard des différentes composantes sociologiques de notre pays. 20h46 dans ce studio, vous regardez le 20h30, j'accueille à présent Yves-Marc Medzo. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Éditorialiste et chef de la division des activités de souveraineté ici à la CRTV, vous allez essayer de nous faire comprendre un peu la démarche du chef de l'État à travers ces textes. Et pour vous, d'emblée, vous pensez que ces actes ne sauraient être détachés de leur contexte? Eh bien Romuald, avant d'évoquer le texte, évoquons le contexte. Le contexte, ce 2 septembre 2020 au Cameroun, c'est celui d'un pays résilient sur 8 des 10 régions et un pays résolument engagé sur les chemins de la paix dans 2 autres régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'a échappé à personne que depuis quelque temps, certains entrepreneurs politiques reconvertis en professionnels de la miséricorde s'emploient à tirer les ficelles de la détresse des populations, notamment celles du nord-ouest et du sud-ouest, pour peser négativement sur la situation dans ces 2 régions-là, en proposant soit le statu quo, soit carrément l'insurrection. Et dans ce jeu trouble, ils n'arrêtent pas de vendre la peur et le chantage, attendant que le peuple morde à l'hameçon, ce qui est loin d'être le cas jusque-là. Face à cette situation, le président de la République, Paul Biya, comme l'immense majorité des Camerounais, refuse de se laisser prendre au jeu. Paul Biya reste arc-bouté sur l'essentiel, concentré sur ce qu'il a à faire, à savoir assumer le mandat que le peuple lui a confié, un mandat qu'il a pris l'engagement d'assumer sans faillir. Ces textes sont donc signés Yves-Marc Medzo et la grande question qui taraude les esprits ce soir, c'est quel est le message que le président de la République veut faire passer à ses compatriotes entre les lignes? Souvenons-nous, Romuald, que la modernisation de l'architecture institutionnelle du Cameroun, qui est sur le point de connaître son point d'achèvement, a été mise sur orbite en 1996. Cela a pu paraître long pour certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, le président Paul Biya, est un homme d'État méthodique qui prend à chaque fois le temps de faire le tour de la question avant de prendre l'ultime décision. C'est pour cela qu'il a pris le temps qu'il fallait pour mettre en place les différents organes prévus par la Constitution du 18 janvier 1996. Une constitution qui indiquait déjà en son article 67, l'article 67 qui traite des dispositions transitoires et finales, que les nouvelles institutions de la République prévues par la présente constitution seront progressivement mises en place. Et depuis lors, beaucoup de choses ont changé. On est bel et bien passé d'ONEL 1 à ONEL 2 pour arriver aujourd'hui à Elections Cameroun. Le Conseil constitutionnel a vu le jour, des régions ont succédé aux provinces, le Sénat a été créé et aujourd'hui, il ne reste plus qu'à mettre en place les conseils régionaux pour parachever en toute beauté ce processus. Les conseils régionaux, dont la mise en place ne saurait tarder, participent donc d'une réponse à une attente légitime, celle d'une plus grande accélération de notre processus de décentralisation. Ces conseils participent également d'une plus grande implication de la base des collectivités locales à la gestion des affaires de la cité. L'on se souvient que lors des assises du Grand Dialogue National il y a un an,
des voix s'étaient élevées pour réclamer un statut spécial au profit des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un statut spécial dont la mise en place est tributaire, elle aussi, de l'élection au sein des conseils régionaux. Les conseils régionaux qui, comme on le sait, réservent une place de choix à l'institution traditionnelle, les House of Chiefs, pour le cas précis du Nozo. Le message que le président de la République voudrait faire passer ce soir, Romuald, à ses compatriotes est double. Le premier, c'est de dire que malgré les difficultés qu'il rencontre, le pays doit avancer, le Cameroun doit avancer. C'est également de dire aux Camerounais que le pays est debout, que le pays est fonctionnel, avec à sa tête un chef d'État qui a une vision et qui est animé par le souci constant d'assurer l'accomplissement de cette vision-là. Si l'on peut admettre qu'en démocratie, toute opinion a vocation à être émise, il reste qu'in fine, on ne doit pas oublier que l'essentiel est dans les urnes. Après la tenue de l'élection présidentielle, des élections législatives, sénatoriales et municipales, l'élection attendue au sein des conseils régionaux constituera donc la phase terminale dans la mise en place de la nouvelle charpente institutionnelle de notre pays. Nous sommes bel et bien là dans une logique de programmation institutionnelle, mais surtout une logique de concrétisation d'un engagement fort pris par le président Biya au tout début de son règne, la démocratisation du Cameroun. Merci Yves-Marc pour ces toutes premières clés de décryptage des actes du président de la République et pour la spontanéité avec laquelle vous les avez mises à notre disposition. C'est moi. Je rappelle que Yves-Marc Medzo est donc éditorialiste et chef de la division des activités de souveraineté ici à la CRTV. Pour le journal lui-même, commençons par la beauté des vieux jours. Les retraités reçoivent depuis le 24 août dernier un ajout de 20% sur leur pension, conséquence immédiate du décret du président de la République signé le 8 juillet 2020 et qui coûte 15 milliards de CFA à la CNPS. Cyril Kingempepe. 10 jours déjà que les bénéficiaires du décret présidentiel portant relèvement des pensions retraite ont le sourire. J'étais à 130 000, je me suis retrouvé avec 156 000. Ça fait qu'on va un peu mieux. À la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'on gère déjà les prochaines pensions. Les personnes concernées par le relèvement ont déjà été payées pour le mois d'août, depuis le 24. Nous avons payé via leur compte bancaire. L'argent est disponible dans les banques et ceux qui le désirent y ont accès depuis cette date. Les concernés sont connus et cela coûte 15 milliards de francs CFA à la CNPS. Le décret concerne les pensionnés de la CNPS jusqu'au mois de mars 2016. Tous ceux dont les pensions ont commencé à être versées en avril 2016 n'en sont pas concernés. Les personnes prises en pension à partir d'avril 2016 ont bénéficié d'un autre décret. Celui-là portait sur la base de calcul de leur pension. Climat des affaires à présent, l'administration fiscale et les contribuables se donnent la main pour les transactions spéciales. Il s'agit en fait d'un contrat à travers lequel les deux parties mettent fin à une contestation ou à une procédure de recouvrement avec à la clé des abattements qui peuvent aller jusqu'à 75% de la dette fiscale. Présentation et mode d'emploi, Luc Resmebenga. Transactions spéciales, c'est par ce canal que l'administration fiscale et les contribuables pourront trouver des terrains d'entente déclinés en abattements sur les arriérés fiscaux. Les contribuables peuvent obtenir des abattements beaucoup plus importants. Le taux varie de 30%, ça peut aller jusqu'à 75%. Il faut également indiquer que les contribuables peuvent bénéficier des échéanciers de paiement. Période concernée, 1er janvier 2020, 31 décembre 2020. Mais comment bénéficier de ce contrat? Une simple demande timbrée au directeur général des impôts, accompagnée des éléments justificatifs de la créance de la dette fiscale pour laquelle la transaction est sollicitée. Le directeur général va lui notifier une lettre de transaction qui précise donc le montant
de l'abattement et l'échéancier de paiement. Le montant des abattements varie selon que les transactions spéciales interviennent en pleine procédure contentieuse ou avant. Pour les zones économiquement sinistrées, le taux d'abattement est de 75% du montant total de la dette fiscale. Quant au remboursement du reliquat, il s'étale sur une période de 24 mois. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce jour Stephen Bleuette, le nouveau directeur général de MTN Cameroun. L'emploi des jeunes Camerounais et la régulation du secteur des télécommunications étaient au change des échanges. Laurentine Bokono. Connexion directe entre le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté et son hôte, le Sud-Africain Stephen Bleuette. Connexion directe sur les questions touchant à la régulation harmonieuse du secteur des télécommunications électroniques au Cameroun. Point d'accès, immeuble étoile, mot de passe, visite de courtoisie. Pour sa première sortie officielle, le nouveau directeur général de MTN débarque avec un forfait d'ambition illimitée pour le marché camerounais. Nous allons travailler pour améliorer la qualité du réseau. Par ailleurs, nous allons continuer à apporter des solutions numériques innovantes et aider les jeunes à développer l'économie numérique. La visite de courtoisie rendue ce mardi au Premier ministre a permis à l'entreprise de télécommunications de réaffirmer son engagement aux côtés du gouvernement en matière de création d'emplois. Pour rester connecté, il convient de relever que MTN Cameroun est né de la cession par l'État du Cameroun de Camtel Mobile au début des années 2000. Ce communiqué en provenance des services du Premier ministre, le Premier ministre chef du gouvernement informe la communauté nationale et internationale qu'à la suite de la tenue du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du 30 octobre au 4 septembre 2019, un comité chargé du suivi des recommandations qui en sont issus a été créé par décret présidentiel le 23 mars 2020. Cette action, parmi tant d'autres, témoigne de la détermination sans faille du chef de l'État de trouver une solution ultime et définitive à la situation qui règne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à travers le dialogue. Nonobstant les défis imposés par la pandémie de la Covid-19, la première session de ce comité de suivi a été programmée pour jeudi 3 septembre 2020. Elle permettra à ses membres de dresser le bilan des mesures gouvernementales déjà mises en œuvre et de baliser le chemin pour l'avenir. C'est un communiqué signé par Balungeli Confiance Ebouné, c'est le directeur de cabinet des services du Premier ministre. L'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria, Frédéric Odobia, étaient reçus ce mercredi au ministère des Relations extérieures. Au cours de l'audience, le ministre délégué, Adoum Gargoum, et les deux diplomates ont parlé des élections en vue à l'Organisation mondiale du commerce et au sein de l'Agence pour la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. William Badi. C'est l'ambassadeur de la République française au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, qui a ouvert la série d'audiences accordées au ministère des Relations extérieures. Avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gargoum, les échanges ont principalement porté sur l'élection à venir du directeur général de la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur le ministre de cette réunion qui m'a permis d'écouter le programme, la vision du candidat du Cameroun pour le poste de directeur général. Et en fonction de ces éléments, nous ferons le point avec les autorités françaises pour savoir quel sera le candidat que la France soutiendra. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise à Paris. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar regroupe 18 pays, dont 17 africains et la France. En 60 années de coopération, l'organisme régional qui est sur le point de renouveler son bureau exécutif apparaît comme un modèle dans la gestion coopérative des espaces aériens et de la fourniture des services de sécurité. À la suite du diplomate français,
arrivent le chargé d'affaires du Nigeria, Frédéric Udobia, et le consul général du Nigeria à Douala et à Buea, Mohamed Bachir Ibrahim. Avec la secrétaire générale du ministère des Relations extérieures, Cécile Mbalayenga, l'on retient que les diplomates nigérians sont venus solliciter le soutien du Cameroun, qui est un pays voisin et frère, un soutien relatif aux élections au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour lequel une Nigériane est candidate au poste de directeur général. Direction Paris, capitale française où le Cameroun était à l'honneur ce mercredi. Le nouvel ambassadeur André Magnus Ekoumou a présenté au Quai d'Orsay les copies figurées des lettres qu'il accrédite auprès de la République française. Correspondance de Maxence Ancel à Paris. C'est dans les locaux de l'ambassade du Cameroun en France que son Excellence André Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun, a remis les copies figurées des lettres de créance qu'il accrédite auprès de la République française à Pierre-Christian Sekoja, directeur adjoint du protocole d'État et des événements diplomatiques au Quai d'Orsay. Étaient présents les personnalités de l'ambassade, les représentants de médias, membres de la communauté camerounaise de France spécialement invités. Le président m'a dit allez rassembler les Camerounais, tous les enfants du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Paris est la maison commune de tous les Camerounais. De l'avis des Camerounais présents, on apprécie déjà ses dispositions au dialogue et à l'ouverture. Il va au contact des Camerounais, il leur pose des questions, il échange et je pense qu'il va peut-être nous apporter un souffle nouveau. Arrivé à Paris le 18 août dernier, accompagné de son épouse Claire Ekoumou, il n'aura donc pas attendu pour imprimer ses marques. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. L'avenir s'éclaircit pour les petites et moyennes entreprises. Un avant-projet de charte concernant ce secteur est en étude depuis ce matin à Yaoundé. Le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilikin III, présidait la cérémonie d'ouverture. Daniel Menanga. C'est une véritable réforme des PME qui est en cours depuis juin 2018 au Cameroun. L'élaboration de la charte nationale du secteur. Le processus est à la phase 4, c'est-à-dire l'examen de l'avant-projet de texte. Cet exercice qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la feuille de route pour l'année 2020 va répondre à une préoccupation importante, celle de définir un code de conduite des PME en calibrant ainsi leurs droits et obligations, mais surtout en créant les conditions permettant à la PME de mieux s'épanouir. Le document est examiné par l'État, les acteurs du secteur privé, les chambres consulaires et les associations professionnelles. Concrètement, la charte, une fois mise sur pied, devrait faire luire cette vitrine. Un cliché représentatif des PME, riches en potentiel, mais pas assez attractif au Cameroun. À présent, notre rendez-vous habituel au Centre des opérations d'urgence de santé publique pour prendre des nouvelles de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Évariste Yenga, qui est sur place, nous apprend que ce jour, le bilan affiche 80 personnes infectées par le virus. Et il va donc recevoir, Évariste, le professeur Mou Robinson, directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald, les chiffres de ce soir concernent uniquement les femmes enceintes, 80 en termes de bilan qui ont été infectées depuis le début de la riposte avec un décès enregistré malheureusement. Et ça c'est nouveau, le tout premier cas de décès d'une femme enceinte des suites du nouveau coronavirus, décès enregistré dans la région du nord-ouest. Et pour les nouveaux cas, c'est 4 à raison de 2 dans la région de l'extrême nord
un dans la Damawa, un dans la région du centre, ce qui nous amène à nous interroger un peu ce soir sur l'acharnement du coronavirus qui semble avoir pris pour cible cette fois-ci les femmes enceintes. Quels peuvent être les impacts de ce nouveau coronavirus sur l'accouchement? Les éclairages de ce soir seront ceux du professeur Robinson Bou. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique et gynécologue. Également, vous venez de recevoir une autorisation de mener des recherches à travers le pays pour déterminer l'impact du coronavirus sur l'accouchement. Dites, qu'est-ce qui a déclenché cela? Est-ce qu'il a été signalé des cas de mort-nés ou alors des anomalies quelconques? Franchement, nous ne voulons pas importer les données de votre pays parce que depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 80, comme vous avez dit, femmes enceintes touchées par la Covid. Nous voulons donc à ce moment-là essayer d'élaborer qu'est-ce qui s'est passé, les grossesses sont passées comment, est-ce que les avortements, quel était l'état de naissance des enfants. L'information que nous voulons chercher à ce moment-là doit sortir sur le cas de 80 malades que nous avons eu au Cameroun. Raison pour laquelle nous avons fait un protocole de recherche qui est accepté, qui est financé. Nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. À ce moment-là, je vais vous dire d'ici dans quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de la Covid-19 avec des femmes enceintes touchées par la Covid-19. Pour le moment, je ne peux pas vous donner la réponse. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays parce qu'on est aussi capable de sortir les données de notre pays et on va présenter ça d'ici quelque peu. Oui, tout à fait. Donc il faut que vous ayez mené vos recherches, que vous les ayez achevées avant d'avoir des résultats concrets. Ça, on peut le comprendre. Il y a des connaissances qui sont encore pendantes, même pour le cas de la transmission mère-enfant. Il faut encore approfondir. Professeur, vous êtes gynécologue. Lorsque vous apprenez, comme nous ce soir, qu'enfin une femme enceinte, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, est décédée des suites du coronavirus, qu'est-ce que vous êtes tenté de dire aux autres? Non, et on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle avait des Covid, on n'a pas encore analysé. Parce qu'une femme enceinte peut avoir aussi des complications liées à la grossesse. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle. C'est après cette étude qu'on peut répondre à toutes ces questions-là. Mais la plupart du temps, les femmes peuvent avoir des causes de décès qui n'ont pas imputé au Covid-19. Donc on va vous donner la réponse ici quelque peu. Merci, professeur. On vous recevra au retour de votre voyage de recherche. Vous allez certainement, vous et vos nouvelles, manquer à cette rubrique, à ce plateau également. Voilà les nouvelles, l'essentiel à retenir ce soir ici au centre des opérations des urgences de santé publique. À vous le plateau. Merci Évariste et merci à votre invité, le professeur Mbo. Pour la suite, l'extrême nord, entre ombres et lumières, les autorités ont trouvé des solutions provisoires à l'effondrement d'un pylône le week-end dernier et qui maintenait Maroua et plusieurs villes dans l'obscurité. Et en attendant la réhabilitation du pont de Palar, les gros porteurs, quant à eux, sont orientés vers le centre-ville de Maroua. Malmoussa le Doublez. Le pont vert de Maroua, l'un des vestiges de la colonisation dans l'extrême nord et qui rassure aujourd'hui par la solidité de ses piles est le point de passage provisoire des camionneurs. Pour le moment, la circulation à travers le pont vert et l'assistance de nos éléments de forces de défense et de sécurité permet aisément aux gros porteurs et à d'autres transporteurs de rejoindre la nationale numéro 1. Le trafic a donc repris de plus belle après 24 heures de perturbations. On peut aujourd'hui aller en N'Djamena et revenir à Douala. On a quitté de Koussiri. Avant-hier, on est passé par le pont vert. On est entré et on est en train de partir. Mais j'ai contourné en ville parce que la route de Palaye, le pont de Palaye, ça ne passe pas. Le réseau électrique n'a pas été épargné par les précipitations de ces derniers jours. Pour éviter que la région de l'extrême nord plonge dans le noir, ce plan de délestage a été rendu public pour permettre à la centrale thermique de Maroua de produire l'énergie selon sa capacité. Un chiffre, 71 milliards 500 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par la Banque mondiale pour appuyer le Cameroun dans la gestion des flux de réfugiés. Le guichet réfugiés dans lequel est domicilié cet argent a été lancé à Garoua. Ousmane Sanda. Face à l'hospitalité légendaire du Cameroun et des actions du Haut Commissariat pour les réfugiés, se dresse la croissance démographique de ces personnes vulnérables.
Dans la région du Nord, la cible est la commune de Touboro qui a au compteur 24 571 réfugiés qui vont bénéficier désormais d'un traitement digne. Il est question d'apporter une réponse pour pouvoir leur permettre d'être dans un encadrement pour pouvoir vaquer mieux à leurs obligations. Les projets PRPSS, PNDP, PFS et le PAREC sont chargés, chacun dans sa ligne d'action, de mettre en œuvre cette approche intégrée. L'approche intégrée vise à éviter la perte ou le gaspillage des ressources. Le maire de la commune de Touboro, pour sa part, est invité à accompagner ces 4 composantes pour soulager les peines des réfugiés et améliorer la cohabitation entre ces réfugiés et la population hôte. De mauvais génies victimes de leur créativité, 6 individus ont été interpellés par la police. Ils possédaient la rondelette somme de 5 millions de francs CFA, mais de la fausse monnaie sortie de leur usine. La commissaire centrale numéro 4 de Yaoundé, Christine Irène Minjom, dont les éléments ont découvert le poteau rose, revient sur les circonstances de l'arrestation. Étienne Pascal Azogue. Ces petites coupures de 2000 francs et 10 000 francs CFA ont failli finir dans nos poches sans que cela n'éveille aucun soupçon. N'eût été la vigilance des éléments du commissariat central numéro 4 qui ont su détecter le mauvais biais du bon. Nous avons dû utiliser les détecteurs et autres pour faire la différence entre les deux biais. Pour les vrais biais, le numéro de série n'est jamais le même. Et quand nous prenons le leur, nous n'avons pas cette petite couleur-là, elles n'apparaissent pas. Tous ces biais ont le même numéro de série qui finit par 271. Les auteurs de ces crimes financiers, 6 au total, ont été interpellés à Douala et à Yaoundé au terme d'une enquête dont seule la police détient le secret. Sur information, nous avions appris que le nommé Bouette Dieudonné, qui est actuellement en cellule, était un fournisseur de fausses monnaies au nommé Fouapon Alassa. Au total, 8 824 000 francs CFA de fausses coupures étaient sur le point d'être mis en circulation. Conformément à l'article 211 du Code pénal, ces mises en cause courent un emprisonnement à vie et c'est au juge qu'il revient désormais de dire le droit. Le respect des procédures, c'est ce que prescrit à ses collaborateurs le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Henri Yébaïssi rencontrait ce jour à Yaoundé certains responsables des services déconcentrés du ministère dont il a la charge. Georges Marcel Messila. Face à la forte pression exercée sur le patrimoine foncier national, il est plus que jamais important pour les responsables des services déconcentrés du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de maîtriser les textes. Le conflit foncier résulte du non-respect des dispositions juridiques en vigueur. La directive est celle du respect par tous des dispositions juridiques en vigueur. Nos services doivent appliquer les lois et règlements en vigueur. Une ligne de conduite qui suppose également une bonne appropriation des réformes engagées par le MINCAF depuis maintenant plusieurs mois. Et nous avons donné des directives et pris des dispositions pour permettre à ces services de mieux traiter les dossiers, notamment pour ce qui concerne les immatriculations directes, en ce qui concerne les concessions. Les mesures prises doivent faire l'objet d'une bonne application. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières voudrait ainsi battre en brèche toutes les pratiques illégales qui émaillent parfois les procédures d'immatriculation. Do you speak English? Yes, I do, me répondraient certains d'entre vous. Mais au fond, beaucoup de Camerounais renoncent à parler anglais ou français en public, craignant pour la plupart des fautes de langue. En ce mercredi consacré à la pratique du bilinguisme dans certaines administrations comme Elections Cameroun, parlons un peu, sans langue de bois, du rapport des Camerounais aux langues officielles. Enquête d'Étienne Pascal Azogue. Au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, c'est le mercredi anglais pour les francophones. Le directeur général des élections prêche par le bon exemple en faisant le tour des bureaux pour apprécier la maîtrise de la langue de Shakespeare par ses collaborateurs francophones et vice-versa. Les gens ont pris l'habitude seulement de parler la langue qu'ils ont apprise, français ou anglais. Certains ont encore quelques scrupules, mais quand on leur dit de ne pas avoir honte, de dire juste ce qu'ils peuvent, même un seul mot, c'est bon. Pourtant, les usagers pensent que cette phobie de mal parler peut être surmontée.
Si on forme bien les gens, si on multiplie les centres de formation, tout le monde sera capable de parler anglais et français. Quand vous arrivez dans un bureau, par exemple, vous trouvez une secrétaire qui est francophone et vous êtes anglophone. Ce que vous dites, elle ne comprend pas. Ce qu'elle dit, vous ne comprenez pas. Ça cause une entorse même à l'avancement de certaines procédures. L'on note par contre que l'usage des deux langues officielles rentre de plus en plus dans les habitudes des services publics. Le bilinguisme, c'est une bonne chose au Cameroun. Parce que quand vous allez dans un ministère où il y a le bilinguisme, vous n'avez pas de difficulté pour être servi. Parler anglais et français de façon systématique dans les administrations publiques n'est pas impossible. Nous dirons même « yes, we can ». Tout à fait, Étienne Pascal, et ce n'est pas un choix puisque le Cameroun est un pays bilingue. Lancement ce jour à Douala de la campagne 2020 sur les compétences numériques au Cameroun, présidée par le directeur général de l'Antique, le professeur Ebot Eno. Cette opération encadre les jeunes entrepreneurs dans l'utilisation des solutions technologiques en contexte de coronavirus. Rodolphe Djita, Baïsimi. La deuxième édition de la campagne 2020 sur les compétences numériques au Cameroun, qui réunit près de 200 jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, se tient dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont joué un rôle primordial dans la gestion des services des différents secteurs socio-économiques du Cameroun. Ces assises ont pour thème compétences numériques pour l'employabilité, l'entrepreneuriat et le développement des jeunes sont organisées par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication avec le concours de ses partenaires. Il s'agit d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans la nouvelle donne de la gestion numérique afin de relever les défis économiques. Selon le directeur général de l'Antique, professeur Ebot Eno, la transformation numérique s'opère actuellement à un rythme sans précédent. Cette pandémie à coronavirus a permis de se rendre compte que la technologie n'a jamais été l'objectif final, mais simplement un moyen d'arriver à ses fins et surtout un accélérateur et un catalyseur de développement. Les adieux de la nation à une digne fille de la région de l'Est, Bertha Léopold. Une messe de requiem a été dite ce jour à Yaoundé par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain. C'était en présence de membres du gouvernement et d'autres personnalités venues soutenir la famille. Tous ont prié pour le repos de l'âme de l'ancienne maire de Messok et délégué provincial du tourisme du centre, décédé à 72 ans. Joseph Clément Omba. Rappelée à l'éternité le 4 août 2020 à Sousse en Tunisie où elle avait été évacuée, Berthe Léopold entame à la mort de l'hôpital général de Yaoundé l'ultime voyage. Une gerbe de fleurs du couple présidentiel rappelle la compassion émue du chef de l'État et de son épouse. Autour de l'abbé Jean-Marie Baudot, la famille est pleurée. Quelques membres du gouvernement, de celle que des amis du Cameroun dont elle était vice-présidente, la fondation Chantal Biya où elle officiait comme trésorière. Père, ouvre-lui ta maison est le cantique qui accueille les derniers pas de cette missionnaire en fin de parcours à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'homélie s'inspire du livre de la sagesse et de l'évangile selon Saint Jean. Rappel de l'officiant principal, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, la mort est pour le chrétien non pas une fin, mais un passage vers l'immortalité dans l'espoir de la résurrection. Modèle de foi et de fidélité aux valeurs de l'Évangile, Berthe Léopold a aussi été un exemple de dignité, de simplicité et de générosité. Elle mérite une action de grâce. L'Absout constitue la dernière séquence des adieux yaoundéens à cette enseignante émérite, ancien maire de Messok. Berthe Léopold rejoint sa dernière demeure ce samedi 5 septembre 2020 à Messok, dans la région de l'Est. Avec un peu de sourire, allons à présent dans le Nord pour oublier cette actualité funèbre. C'est dans le cadre de notre série intitulée Cameroun, mon beau pays. Ce soir, les berges de la Benoué sont à l'honneur. C'est un cadre merveilleux qui attire, véritable havre de paix et reposant. Les berges de la Benoué font courir les visiteurs. À leur suite, Claver Pascal Danga. C'est désormais une destination très prisée dans le Nord. Les berges de la Benoué offrent aux visiteurs un cadre réel d'épanouissement tout au long de la semaine, comme les week-ends. Le cadre convivial, il y a du bon vent,
Et nous avons pris quelques photos. On a vraiment trouvé le cadre qui est beau, convivial. Nous sommes à l'air libre, en pleine nature, avec du bon vent. Les aménagements réalisés permettent aux familles, couples et amis d'être en harmonie et en immersion dans la nature. On a un pont sur l'eau qui permet à ceux qui ont peur de s'approcher de l'eau d'être en contact avec l'eau. On a notre mini plage pour les visiteurs qui veulent se faire bronzer. Tout en contemplant le paysage pittoresque, les visiteurs ont l'opportunité de savourer les spécialités culinaires locales. Du poulet au dalang, le foleka, la viande du bœuf, du gombo, et il y a aussi le zoom sauté au poisson fumé. Les berges de la Bénuée continuent de s'embellir tout en dévoilant tout son charme aux visiteurs. En sport football, les joueurs du championnat national Elite One devront faire preuve de patience avant de retrouver les pelouses. La reprise annoncée pour le 26 septembre prochain est reportée à cause de l'apparition de nouveaux cas de coronavirus. Robert Badjek. La saison 2020-2021 du championnat national Elite One ne débutera donc pas le 26 septembre comme précédemment annoncé. La faute, selon les responsables fédéraux, à la maladie à coronavirus, dont la propagation connaît un regain de croissance dans notre pays en ce moment. Il y a des mesures qui sont édictées, notamment sur le nombre de personnes maximales pouvant se réunir, qui ne permettent pas... Je rappelle juste les titres des deux décrets. Une reprise des entraînements, une reprise de la compétition. La trêve imposée par le Covid-19 se poursuit donc, ce qui n'est pas plus mal pour certains dirigeants de clubs. Ils comptent capitaliser le temps supplémentaire qui leur est offert. L'occasion fait le larron, c'est-à-dire que ça nous donne une chance supplémentaire de mieux peaufiner notre préparation. La reprise, la vraie cette fois, est prévue pour le mois d'octobre, sous réserve de l'évolution de la pandémie et surtout de l'aval du gouvernement. Et avant de conclure ce journal, je rappelle que le président de la République, Paul Biya, a signé ce jour 2 importants décrets. Le premier fixe le nombre de conseillers régionaux par département et catégorie, alors que le second, lui, fixe les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Telles sont les nouvelles ce soir. Merci de votre fidélité au 20h30. Restez toujours sur votre chaîne, la CR TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. CRTV News, ici, toute l'info.